Pendant des années, sa voix parvenait à imposer un calme total à une assemblée, et ses mélodies avaient la capacité d'arracher des pleurs aux âmes les plus insensibles, celles qui paraissaient hermétiques à tout sentiment. Seal, cet individu qui trônait jadis au pinacle incontesté de la mélodie et de la passion, conduit désormais une vie qui semble distante des feux de la rampe qu'il maîtrisait autrefois avec une facilité quasi divine. La transition abrupte de la renommée planétaire à une retraite muette et quasi mystique a été ponctuée par l'affection tenace, la tristesse intense et un repli individuel délibéré qui pousse nombre d'admirateurs et de commentateurs à s'interroger sur la manière dont les événements ont pu mener à ce stade de retrait évident. Son récit ne se borne pas à celui d'une star déchue ordinaire, comme celle pullulant dans les magazines People. Il narre en fait le coût exorbitant que l'époque, les deuils empilés et les décisions privées peuvent imposer à un homme qui semblait autrefois invincible, résistant aux caprices du destin. Du foyer d'accueil à l'arène internationale, l'élévation de Seal-Henry Olusegun Adeola Samuel constitue une épopée qui débute dans les avenues de Londres, éloignée des strass et des ovations. Né le 19 février 1963 dans la métropole anglaise, d'une mère nigériane et d'un père brésilien, ses jeunes années furent dépourvues de faste ou de constance. Ses géniteurs se divisèrent alors qu'il était encore petit, et une portion substantielle de son enfance se passa en placement familial, un cadre fréquemment teinté d'instabilité affective et d'absence de balises fermes. Quand il renoua enfin avec sa mère, leur lien demeura crispé et ardu, une vérité qu'il abordera ultérieurement avec franchise lors de discussions honnêtes, où il osait explorer les coins les plus obscurs de son histoire. Ces périodes fondatrices, imprégnées de chaos et d'éloignement sentimental, lui léguèrent une vulnérabilité crue, quasiment à fleur de peau, qui s'épanchera ensuite dans ses œuvres comme un flot imparable, convertissant ses souffrances intimes en airs universels qui émeuvent l'esprit. Au seuil de la vingtaine, s'il affronta une affliction médicale qui deviendrait un élément essentiel de son identité publique et personnelle. On lui identifia un lupus érythémateux discoïde, une pathologie auto-immune persistante qui agresse l'épiderme et peut engendrer des balafres durables, apparentes et ineffaçables. Les stigmates sur son visage, aussitôt identifiables par des millions d'individus globalement, n'étaient pas une option stylistique osée ou une signature créative, mais la suite persistante et incontournable de cette affection implacable. Le lupus persisterait comme un obstacle perpétuel durant son existence, provoquant parfois un épuisement accablant, des maux articulaires cuisants et d'autres ennuis qui pouvaient émerger inopinément, altérant sa routine et sa profession. Néanmoins, d'après ses propres termes, énoncés avec une prudence gagnée par les combats, ces balafres se muèrent en mon récit, mes données, un mémento palpable et concret des affrontements qu'il livra bien avant que la notoriété ne toque à sa porte, métamorphosant ses fragilités en atout narratif. Vers la clôture des années 1980, le parcours de Seal se transforma notablement, comme si la fortune avait enfin résolu de lui octroyer un répit mérité. Il performait dans des boîtes souterraines, menant un ensemble funk nommé Push, et partit même au Japon et en Thaïlande en quête de chances mélodiques susceptibles de le catapulter vers des perspectives neuves. Ces périples n'étaient pas de simples évasions, ils représentaient des recherches acharnées pour dénicher sa niche dans un univers musical bouillonnant. Son virage majeur survint en 1990, quand il offrit sa tonalité singulière au tube d'Adamski, Killer. Le morceau grimpa au sommet des palmarès britanniques, élevant Seal au premier plan quasiment instantanément, tel un pyrotechnique éclairant abruptement la voûte céleste. Un accord d'édition important s'ensuivit promptement, et son premier opus homonyme, lancé en 1991, engendra des hits éternels comme Crazy et Future Love Paradise. Sa tonalité grave, imprégnée d'essence et de sérieux, ainsi que ses créations touchantes et réflexives, le différenciaient clairement des autres créateurs de l'ère, qui paraissaient souvent plus frivoles dans leur méthode. Les années 1990 affermirent irrémédiablement la position de Seal dans les annales de la musique pop et soul. Son second disque, paru en 1994, incluait Kiss from a Rose, un morceau qui deviendrait son emblème inaltérable, un air qu'on lie immédiatement à son identité. Employé dans le long-métrage Batman Forever en 1995, le titre remporta un triomphe mondial éclatant, lui rapportant 3 Grammy Awards renommés, incluant ceux de l'enregistrement de l'année et de la chanson de l'année. À cette époque, Seal apparaissait invulnérable, un individu dont le don inné pouvait emplir les stades les plus immenses et dont l'attrait individuel le gardait dans les nouvelles pour toutes les causes louables concevables. Mais même pendant ces phases victorieuses, où les prix affluaient et les masses ovationnaient, les tourments personnels qui avaient imprégné sa jeunesse ne s'évanouirent jamais totalement, il mijotait en silence, guettant leur heure pour réapparaître.
L'union féerique et ses lézards occultes constituent un épisode crucial dans l'existence de Seal. En 2004, la Providence positionna Seal et Heidi Klum dans le même vestibule hôtelier à New York, une coïncidence qui allait initier l'une des liaisons les plus relayées et examinées d'Hollywood. Heidi était déjà l'une des top modèles les plus célèbres planétairement, une icône angélique de Victoria's Secret et une figure télévisuelle en pleine montée. Seal, créateur primé par de multiples Grammy, avait déjà dominé les hit-parades globaux avec sa tonalité distinctive et sa prestance hypnotique sur les planches. Le récit de leur croisement, qu'il narrait durant des ans avec un rictus ému, est quasiment filmique. Elle l'avait repéré en premier, rentrant de la gym et habillé d'un cuissard vélo ajusté, tandis qu'il fut captivé par la bienveillance éclatante de son rictus, une lueur qui semblait traverser les barrières de sa propre réserve sentimentale. Leur idylle progressa à un rythme vertigineux, comme si la durée elle-même complotait pour les lier. En quelques semaines seulement, ils fréquentaient, et Heidi divulgua vite qu'elle portait un enfant, bien que le géniteur ne fût pas Seal mais son ex-partenaire, l'entrepreneur italien Flavio Briatore. Nombreux auraient reculé alors, redoutant les embarras d'une telle conjoncture, mais Seal agit précisément à l'opposé, manifestant une magnanimité rare. Il embrassa sa gestation sans vaciller, ou ensuite adopta sa fille Leni comme sienne, une option décisive qui attestait de son désir profond de s'impliquer par-delà les normes sociétales ou les façades superficielles. En décembre 2004, Seal orchestra une proposition nuptiale mémorable, romantique à outrance. Il conduisit Heidi en Colombie-Britannique, sur un glacier reculé où un igloo fut érigé exprès pour eux, un havre de glace et de flocons qui figurait peut-être la pureté de leur affection naissante. À l'intérieur, cerné de neige vierge et d'un calme quasiment sain, il la sollicita en épousailles, un instant inscrit dans les chroniques des amours hollywoodiennes. Le 10 mai 2005, ils convolèrent lors d'une célébration intime sur une plage mexicaine paradisiaque, avec la mer comme spectateur taciturne. Heidi était de nouveau grosse, cette fois de leur premier garçon, Henry. Les ans subséquents se muèrent en un vrai étalage d'idylle publique, un exemple pour main. Ils réaffirmaient leur serment annuellement, souvent avec des motifs sophistiqués et extravagants ou des galas masqués opulents, des fêtes exotiques envoûtantes, convertissant cette coutume en une occasion familiale anticipée avec eagerness par leurs rejetons, qui y discernaient une instruction vivante sur la passion. S'ils explicitaient publiquement le sens profond de ce cérémonial, remémoraient à leur progéniture que l'affection n'est pas inerte, qu'elle est une chose qu'on cultive activement et qu'on fête avec ardeur, quotidiennement. De 2005 à 2009, ils reçurent 3 enfants communs, Henry, Johan et Lou. S'il adopta formellement Leni, formant une cellule familiale soudée de 6 membres, un portrait idéal de félicité ménagère. On les apercevait fréquemment ensemble à des activités scolaires banales, à des soirées Halloween déguisées ou main dans la main dans des aéroports encombrés, tel un duo lambda malgré leur rang de vedette. En 2007, ils exécutèrent même un tandem poignant, Wedding Day, au défilé Victoria's Secret, se sérénadant mutuellement comme si l'univers avait évanoui, ne laissant que leur lien privé. En surface, ils avaient édifié quelque chose d'exceptionnel et convoité, un mariage de stars à la fois élégant et robuste, défiant les chiffres cruels d'Hollywood. Mais en arrière-plan, des crispations discrètes émergeaient, telles des brèches invisibles dans un rempart apparemment imprenable. Des intimes et des familiers mentionneraient ultérieurement des discordes récurrentes sur l'élevage des enfants, le caractère parfois ardent et fervent de Seal, et les contraintes inhérentes à l'administration de 2 professions rigoureuses et souvent conflictuelles. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait admis ouvertement de graves soucis alors, ces lézards se creusaient graduellement dans les bases de leur alliance, sapant doucement ce qui semblait inébranlable. En 2010, ils projetaient encore une façade harmonieuse et paisible au regard du monde, mais en privé, les irritations s'amplifiaient inexorablement. Heidi confia un jour dans une entrevue méditative que la passion pouvait s'éteindre si elle n'était pas alimentée sans relâche, et bien qu'il s'efforçait intensément, la tâche devenait de plus en plus ardue, tel un brasier qu'on essaie de ranimer avec des cendres tièdes. Seal, de même, avouait que son existence avec Heidi lui procurait une organisation et une fermeté précieuses, mais que ses attributs même pouvaient être challengés par leurs divergences basiques de tempérament et de priorité. Quand la déclaration de leur division survint en janvier 2012, le public fut surpris, abasourdi par l'information qui paraissait surgir de nulle part. Leur bulletin officiel invoquait une affection et un égard réciproque durable, mais derrière ces termes courtois et protocolaires se dissimulait la vérité brute d'une union parvenue à son aboutissement fatal, érodée par les ans et les querelles accumulées. S'il confessa par la suite que la cassure avait été affligeante au-delà des expressions,
particulièrement tandis qu'il s'acharnait à demeurer un géniteur attentif et engagé, tout en affrontant les retombées sentimentales ravageuses de cette disparition. Le récit enchanté qui avait ensorcelé les admirateurs globaux était définitivement clos. Pourtant, comme la planète allait vite le réaliser avec étonnement, la terminaison de leur union n'était que l'amorce d'une chronique bien plus étendue, intricate et fréquemment pénible, jalonnée de twists publics qui transmuteraient leur romance en épopée légale. La dissolution, les imputations ouvertes et les combats pour la tutelle des enfants adoptèrent une allure théâtrale qui nourrit les journaux pendant des mois. Quand Seal et Heidi Klum validèrent leur division au commencement de 2012, la nouvelle était formulée pour sembler cordiale et raffinée, évoquant un égard mutuel et une passion persistante malgré leur distancement corporel et affectif. Mais cette façade sereine et lisse ne perdura guère. En peu de mois, les médias fourmillaient d'anecdotes sensationnelles, insinuant que la rupture avait été bien plus embrouillée, bien plus affligeante et bien plus acerbe que ce qu'ils avaient concédé initialement. La première brèche publique émergea quand des photographes traquant saisirent Heidi en congé complice avec son bodyguard de longue durée, Martin Kirsten, seulement quelques mois post-annonce de la division, un calendrier qui paraissait douteux aux yeux de plusieurs. Questionné là-dessus par TMZ dans une artère animée, s'il répliqua franchement et avec une aigreur manifeste qui trahissait son tourment, « J'aurais cru qu'Heidi aurait affiché un peu plus d'élégance et aurait au moins patienté jusqu'à notre séparation avant de choisir de copuler avec le staff. » Le commentaire fit aussitôt les gros titres des gazettes et des portails gossip, déclenchant un ouragan médiatique. Le lendemain même, ses agents tentaient déjà d'atténuer ces déclarations acerbes, assurant qu'il n'avait pas visé à l'incriminer d'adultère durant leur union, seulement à manifester son irritation quant au calendrier hâtif de cette liaison fraîche. Mais le dommage était irrémédiable, l'idée d'une division honorable et confidentielle fut supplantée irrémédiablement par celle de doutes publics, de plaies affectives ouvertes et de grudges mal cachés. Heidi réfuta toute liaison qui aurait empiété sur son mariage, déclarant avec résolution dans une entrevue avec Cathy Couric, « Je n'ai jamais posé les yeux sur un autre homme quand j'étais avec lui. C'est pénible quand on imagine qu'il le pense. » Seal, pour sa part, était manifestement meurtri, et malgré cette clarification, la plaie sentimentale entre eux s'exacerbait, convertissant ce qui fut un bloc solidaire en deux versions séparées et hostiles se disputant la maîtrise du récit public. Puis arrivèrent les reportages sur le caractère de Seal, nourris par des informateurs anonymes cités par des outlets comme TMZ et US Weekly, qui le peignaient comme doté d'une nature explosive, prône à des éclats de fureur violents qui généraient des frictions tangibles au domicile. Bien qu'aucune accusation de brutalité corporelle n'ait été proférée, l'ardeur émotionnelle aurait finalement éreinté Heidi, la propulsant vers la porte. Seal se protégea énergiquement dans une entrevue avec Pierre Morgan, affirmant qu'il était juste fervent et gardien envers son clan, mentionnant un épisode précis où il avait haussé le ton après qu'un chasseur d'images ait blessé un de ses enfants lors d'une filature intrusive. Pour certains analystes, particulièrement après les déclarations de son ex-partenaire Tatiana Patitz qui le dépeignit publiquement comme pas une personne bienveillante, il devenait plus ardu de réconcilier l'image du conjoint tendre et doux qu'il affichait avec ses accounts contradictoires qui esquissaient un tableau plus nuancé, voire ténébreux. Au cours de la dissolution, la bataille pour la parentalité s'amplifia dramatiquement. Initialement, ils avaient convenu d'une tutelle légale partagée de leurs 4 rejetons Eulenie, Henri, Johan et Lou, un dispositif qui paraissait juste sur le document. Mais les crispations ressurgirent promptement, éclatant en pleine lumière. L'illustration la plus publique et médiatisée se produisit en 2020, quand Heidi requit une séance urgente devant une cour pour gagner le droit d'emmener les enfants en Allemagne durant le tournage de Germany's Next Top Model. Du fait des limitations de déplacement dues au Covid-19, elle jugeait risqué et incommode de les abandonner derrière pour des mois complets. Seal contesta vigoureusement cette requête, l'incriminant dans des papiers judiciaires virulents d'avoir un plan dissimulé et exprimant son appréhension profonde qu'elle ne rentre pas avec les enfants, changeant un périple provisoire en bannissement éternel. Si Heidi est permise d'emmener les enfants en Allemagne, plaida Seal avec fougue, elle pourrait décider seule de ne pas les restituer, spoliant ainsi les enfants de leur père et de leur existence aux États-Unis. Heidi riposta avec pareille détermination, affirmant que le temps que Seal consacrait aux enfants était au mieux intermittent et inconstant, soulignant que les enfants eux-mêmes manifestaient l'envie de la suivre pour éviter la séparation. Seal, de son côté, allégua que son temps parental avait été restreint à ce qui accommodait uniquement l'horaire surchargé d'Heidi, l'accusant de lui notifier systématiquement que les enfants étaient pris ou indisposés quand il réclamait de les voir plus souvent, une manœuvre qu'il voyait comme un obstacle injuste.
Ce n'était pas leur premier litige touchant la vie de leurs enfants. Des ans auparavant, ils s'étaient déjà heurtés sur l'exploitation de l'image des enfants dans une pub sans l'assentiment exprès de Seal, un fait qui avait dévoilé des perspectives opposées sur l'intimité. Pour Heidi, sauvegarder leur confidentialité était capital, une urgence absolue dans un monde où les objectifs foisonnent. Pour Seal, ce n'était pas une préoccupation principale, percevant peut-être dans ces expositions une chance de banaliser leur foyer. Chaque discorde mettait en évidence à quel point leur conception du rôle de copart variait radicalement, et combien il était devenu ardu, voire impraticable, de dénicher un consensus stable sans arbitrage judiciaire. Ces affrontements publics, bien que réglés ultimement par des arrangements précaires, laissèrent des balafres affectives sur tous les membres du clan, rappelant que même les alliances les plus éclatantes peuvent muter en terrain piégé relationnel. Derrière l'ensemble du tumulte public environnant la dissolution de Seal, une autre lutte se menait discrètement depuis des décennies, un combat privé et caché qui ne touchait ni les amours ni la tutelle des enfants, mais sa condition physique et psychique. Au début de la vingtaine, il fut diagnostiqué avec un lupus érythémateux discoïde, une affection auto-immune durable qui assaille sans pitié l'épiderme, laissant des traces ineffaçables. Les balafres apparentes sur son visage devinrent un composant inévitable de son identité, un signe de bravoure pour certains, mais les répercussions allaient bien par-delà l'apparence. Le lupus déclenchait des phases d'épuisement intense et invalidant, de maux articulaires qui pouvaient l'immobiliser, et d'inflammations abruptes qui surgissaient inopinément, perturbant son quotidien et sa aptitude à se produire. Parfois, l'affection menaçait même sa tonalité, son instrument professionnel le plus cher, en causant un enflure de la gorge qui rendait le chant torturant, voire infaisable. Dans ses entretiens sporadiques mais sincères, Seal a discuté franchement de cet état, expliquant qu'elle exige une vigilance perpétuelle, des remèdes journaliers et des adaptations constantes de style de vie pour esquiver les crises. C'est une lassitude qui escorte l'activité du lupus et qui s'évapore habituellement quand cette activité s'apaise, a-t-il un jour énoncé avec une acceptation stoïque, admettant qu'il s'agit d'une épreuve perpétuelle et non d'un simple aléa transitoire. Dans ses premières phases professionnelles, il l'a affrontée avec une ténacité farouche, performant nuit après nuit tout en cachant la fatigue à son auditoire idolâtre, dissimulant l'affliction derrière un rictus magnétique. Mais au fil du temps, les contraintes corporelles des circuits globaux et des sessions studio devinrent plus ardues à administrer, tel un fardeau qui s'appesantit progressivement. Vers le milieu des années 2010, les impacts combinés du lupus et de l'âge mûr se faisaient de plus en plus manifestes, même pour les observateurs les plus inattentifs. Son agenda autrefois implacable, bourré de spectacles éreintants et d'apparitions publiques ininterrompues, commença à se relâcher notablement, passant d'un tempo effréné à une allure plus modérée. Après la parution de Standard en 2017, un recueil de standards jazz et swing plutôt que d'airs originaux et intimes, s'il ne poursuivit pas avec un nouveau chantier majeur, laissant un creux que les admirateurs percevaient intensément. Bien que l'opus ait été salué chaleureusement par les critiques pour sa finesse vocale, il évoquait plus un tribut nostalgique à une période écoulée qu'une affirmation hardie sur l'orientation future de sa créativité propre. Les admirateurs fidèles commencèrent à noter ce virage discret mais marquant, moins de dialogues accordés, moins de rendez-vous de circuits déclarés, et une présence diminuée dans un secteur musical qui fut jadis son aire de prédilection, un empire qu'il régnait avec assurance. Une portion de ce virage découlait de sélections personnelles intentionnelles, s'il n'a jamais été le type de créateur à poursuivre les modes fugaces ou à quêter l'attention incessante des plateformes sociales, optant pour la véracité brute plutôt que la frivolité numérique. À une période où les jeunes mélodistes maintiennent leur exposition via des posts quotidiens, du matériel viral orchestré et des échanges live avec leurs abonnés, s'il est lu de ne pas s'ajuster, favorisant l'intimité à la promotion ubiquitaire, la sincérité aux formules impitoyables qui régissent la notoriété. Mais cette option eut un prix inévitable. Sans l'implication digitale permanente qui irrigue désormais le domaine musical, son image publique s'effaça graduellement, et avec elle les occasions qui émergent d'être en tête dans l'esprit collectif, tels des partenariats ou des contrats publicitaires rentables. Les ans de pandémie n'ont fait qu'exacerber cette ségrégation forcée, muant un repli choisi en une isolation imposée. Comme d'innombrables autres créateurs, Seal fut obligé d'abandonner les planches pour de longues périodes, incapable de se lier corporellement à son auditoire, ce rapport viscéral qui alimentait son œuvre. Les circuits, une fontaine principale de gains pour la majorité des mélodistes confirmés, furent stoppés abruptement, créant un manque pécuniaire et affectif. Bien qu'aucune évidence tangible n'indique que s'il ait subi des embarras financiers sévères,
La perte subite de revenus liée au show live fut un choc rude, d'autant plus pour quelqu'un qui avait déjà modéré son tempo professionnel par obligation. Pour un individu dont l'œuvre reposait fondamentalement sur l'échange d'énergie avec un auditoire vivant, l'absence de ce lien était plus que monétaire, elle était profondément intime, un creux qui rongeait son sentiment d'identité créative. Même quand la musique en direct recommença à ressurgir timidement post-confinement, s'il ne reprit pas ses exhibitions au rythme ancien, choisissant une méthode plus sélective et tempérée. Ceux qui l'ont observé sur les planches pendant ces ans post-pandémie notèrent que si sa tonalité gardait sa force typique et sa profondeur sensible, les spectacles paraissaient lui demander plus d'efforts corporels, avec des indices de lassitude plus patents. Le délai de convalescence entre les représentations était prolongé, le planning général plus allégé, comme si chaque exhibition était une conquête âprement gagnée. C'était un mémento émouvant que l'époque et l'affection avaient gravé leurs propres stipulations dans son existence, imposant des bornes que même son don ne pouvait outrepasser. Dans le secret de son quotidien, s'il dirigea plus son vigueur vers ses enfants et vers une vie plus paisible, plus confinée, distante du chaos des projecteurs. Mais pour les admirateurs qu'il avait connus comme un performeur charismatique et voyageur infatigable, ce repli avait une saveur aigre-douce, un amalgame de considération pour ses options et de regret pour l'ère où il éclairait les arènes planétaires. C'était le portrait d'un homme qui possédait toujours le don pur, mais peut-être plus la même ardeur interne, ou peut-être plus le même appétit impérieux de se positionner au cœur de l'arène globale, préférant désormais l'ombre gardienne à l'éclat aveuglant. Une existence repensée autour de la paternité, de la réserve et d'une isolation tenace désigne le segment actuel de la vie de Seal. Actuellement, son existence pivote moins autour des ateliers d'enregistrement high-tech et des circuits mondiaux harassants, et plus autour des 4 enfants qui demeurent le noyau incontesté de son cosmos, une attache dans la bourrasque. Le nid, la fille qu'il a embrassée comme sienne avec une affection absolue, Henri, Johan et Lou, ils forment le lien perpétuel qui unit toutes les phases de sa vie adulte, un attachement inébranlable qui surpasse les dissolutions et les tumultes médiatiques. Même post-dissolution orageuse, s'il a exprimé publiquement la liesse immense qu'il éprouve à les voir mûrir, à leur inculquer les bases de la mélodie qu'il domine si adroitement, et à les voir forger leur propre personnalité distincte, éloignée des ombres de leurs parents illustres. Il a dépeint ces instants familiaux comme certains des plus purs délices qu'il ait vécus, distants des trophées ostentatoires et des classements fugaces qui délimitaient jadis son triomphe. Mais la paternité dans son univers n'a jamais été dénuée d'embarras, un sentier parsemé d'obstacles relationnels et organisationnels. La coparentalité avec Heidi a toujours été un acte d'équilibre instable, souvent subtil et prône à des frottements. L'horaire surchargé d'Heidi comme top modèle mondial, présentatrice TV magnétique et fabricante accomplie implique qu'elle se déplace souvent ou se trouve sur un set, tandis que les obligations de Seal, bien que réduites par rapport à son zénith, l'écartent parfois pour une durée, générant des lacunes que les enfants perçoivent. S'il a concédé dans des entretiens sporadiques que ce dispositif ne marche que quand les 2 géniteurs opèrent comme un groupe cohésif et solidaire. Si vous formez un groupe, c'est vraiment simple, a-t-il énoncé un jour avec une nuance de remords, mais si ce n'est pas le cas, tout peut s'effondrer instantanément. Ces expressions reflètent une pratique vécue et non une hypothèse théorique, et dévoilent les crispations qui ont parfois surgi entre eux, des tensions qui bouillonnent sous la surface lisse. Le litige de tutelle en 2020, concernant la possibilité pour les enfants de se rendre en Allemagne durant la pandémie, fut un mémento public et affligeant de la vulnérabilité de cet équilibre, un chapitre qui illumina les craintes et les animosités durables. S'il redoutait un transfert définitif qui l'aurait distancé irrémédiablement de ses enfants, alors qu'Heidi soutenait que son temps avec eux était déjà épisodique et inadéquat. Les 2 géniteurs restèrent inflexibles dans leur stance, et bien que le dossier ait été clos ultimement par un pacte judiciaire, la crispation laissa des marques ineffaçables, des balafres affectives qui rappellent que la parentalité post-séparation est un domaine truffé. Pour Seal, cela souligna la vérité amère que son rôle de père se définit partiellement par des pourparlers sans fin, et que l'accès à ses propres enfants peut reposer sur des agendas conflictuels, des processus légaux froids et des concessions contraintes qui érodent parfois la joie immaculée de la paternité. Hors de son rôle de père engagé, la vie intime de Seal a été beaucoup plus tranquille et réflexive depuis sa dissolution. Il ne s'est pas réuni, esquivant les liaisons publiques durables qui pourraient raviver les projecteurs, bien qu'il ait été temporairement associé à son ex-assistante Laura Strayé dans les commérages médiatiques. Son focus est resté axé sur son clan, mais l'absence d'un compagnon fixe a incité certains à conjecturer sur une possible isolation profonde, un manque qu'il pallie peut-être par la mélodie ou la contemplation.
S'il lui-même a insinué une certaine circonspection en amour, allant jusqu'à décrire le mariage comme notion imparfaite dans une entrevue rare, une assertion qui miroite une prudence acquise via les épreuves. La ferveur éclatante qui caractérisait jadis sa romance publique avec Heidi a été supplantée par une attitude plus mesurée, favorisant la fermeté émotionnelle aux gestes grandioses romantiques qui font les couvertures. Ce repli de la sphère publique s'étend par-delà les amours, affectant toutes les facettes de son être. S'il n'a jamais été du genre à s'épanouir dans les vastes scènes sociales tapageuses ou les galas hollywoodiens frivoles, son entourage amical est limité, fait de loyaux de longue date, et il opte souvent pour la solitude méditative plutôt que les contraintes harassantes des échanges sociaux perpétuels. Si cette réserve peut être une fontaine de sérénité intérieure, un asile apprécié après des décennies sous les feux, elle peut aussi être une variante muette de ségrégation, particulièrement pour quelqu'un qui a longtemps subsisté dans un troc constant d'énergie avec des auditoires mondiaux, alimentant son esprit de leurs acclamations. Pour ses admirateurs dévoués, cette existence plus paisible est une lame à deux tranchants. D'un côté, elle implique que s'il a déniché une façon véridique de vivre selon ses propres règles, affranchi de la contrainte incessante de la notoriété et des espérances extérieures, de l'autre, il est ardu de ne pas discerner le contraste émouvant entre la silhouette dynamique et surhumaine qui régnait jadis sur les arènes internationales et l'homme qui surgit désormais seulement en occasion. Sporadique, tel un spectre d'une ère passée. Il y a une certaine mélancolie dans ce contraste, la sensation que le faisceau ne s'est pas juste affaibli, mais qu'il s'est shifté ailleurs, le laissant dans un domaine où sa mélodie importe toujours profondément pour ceux qui l'entendent, mais où la planète n'entend plus comme auparavant, distraite par de nouvelles icônes. Aujourd'hui, approchant son 62e anniversaire en février 2025, l'homme que la planète connaissait jadis comme un exécutant inlassable ne surgit plus qu'à des instants minutieusement sélectionnés, des sursauts épisodiques dans une vie par ailleurs réservée. Il se produit encore parfois, souvent dans des espaces plus modestes et chaleureux, des salles cosy ou des événements sélectifs, où le lien avec l'auditoire est plus individuel, plus humain, distant des colisées gigantesques qui pulsaient autrefois au rythme de sa tonalité. Ceux qui ont le privilège d'y être présents assurent avec zèle que sa voix n'a rien perdu de sa plénitude sensible, de sa profondeur soul qui émeut l'esprit. Elle monte toujours, portant le fardeau affectif amassé au long des décennies, un témoignage vivant de son don éternel. Mais chaque exhibition paraît désormais exiger un tribut corporel plus lourd, un péage que le lupus et l'âge réclament sans merci. Les circuits successifs et les plannings promotionnels incessants ont évanoui, remplacés par des venues épisodiques qui autorisent un repos essentiel. Son ultime opus complet, Standard, paru en 2017, un assemblage raffiné d'airs classiques qui valorisait son don vocal exceptionnel mais sans dévoiler de contenu personnel frais, comme si s'il préférait revisiter l'antan plutôt que d'affronter l'horizon mélodique. Depuis, le secteur a persisté à muter à un rythme fulgurant, avec les services de diffusion comme Spotify et les médias sociaux dominant le terrain, imposant les normes. S'il n'a pas intégré ces instruments comme les créateurs juvéniles, qui bâtissent leur règne sur des vidéos TikTok virales et des sessions Instagram Live. Pour lui, la mélodie a toujours été une question de sincérité profonde, non de formules manipulatrices ou de mode transitoire. Cette option a sauvegardé son intégrité créative, mais l'a aussi distancé plus encore du débat principal, le cantonnant aux franges d'un secteur obsédé par l'innovation. Les ans de pandémie ont accru cet écart, muant une option en une obligation. Comme nombre de créateurs, s'il fut isolé des planches, son attache primaire avec les admirateurs, durant de longues phases sombres où la planète entière semblait suspendue. Quand les contraintes s'allégèrent, il ne revint pas avec l'ardeur d'antan, optant pour un tempo plus modéré qui honore ses bornes physiques. Que ce soit par sélection intentionnelle ou par contrainte dictée par sa condition, il a soutenu cette allure tempérée, se focalisant sur les facettes de son existence qu'il pouvait maîtriser, consacrer des moments précieux à ses enfants, sauvegarder sa santé délicate et défendre son intimité contre l'éclat vorace des unes qui ont si souvent invasé son espace privé. Sur le front pécuniaire, aucun détail public n'indique de vrais embarras insurmontables, mais la vérité est que les circuits représentent depuis longtemps une fontaine majeure de gains pour les créateurs de son niveau. Avec un agenda réduit au minimum, la conjecture s'est installée naturellement parmi les analystes, chuchotant des spéculations sur une éventuelle instabilité. S'il n'a pas riposté directement à ses oui-dire, préférant le mutisme sur des thèmes qui ne feraient qu'attiser les tabloïds affamés de drames. Et pourtant, malgré cette vie plus réservée et méditative, il lui arrive de révéler des instants émouvants à ses admirateurs loyaux, tel un post touchant adressé à Lenny sur Instagram en 2023, « Merci de m'avoir amélioré, de m'avoir enseigné l'affection absolue.
Ou c'est venu à des occasions marquantes, comme la cérémonie de diplôme de son fils Henri en 2024, qui dépeigne un homme toujours intimement lié à son clan, même s'il l'est moins au public large qu'il a vénéré. Ces moments suffisent à remémorer que même si le Sil omniprésent n'est plus au cœur de l'arène planétaire, il existe encore pleinement, il éprouve encore avec vigueur, il affectionne encore avec ferveur. L'époque altère chacun, même ceux qu'on estime surhumains, protégés contre les aléas de la vie. Le trajet de Sil, des cimes étourdissantes de la notoriété à une existence menée largement hors vue, rappelle vigoureusement que le triomphe ne garde personne de la perte accablante, de l'affection durable ou de l'appel irrésistible de la solitude comme sanctuaire. Mais qu'en pensez-vous sincèrement? A-t-il déniché une sérénité véridique dans cette existence plus tranquille et modérée, un refuge post-tourmente? Ou est-ce juste un retrait tactique, plus sécurisé après tout ce qu'il a enduré, une méthode pour se prémunir des afflictions futures? Si cette immersion dans son récit vous a ensorcelé, envisagez ce que serait de sonder la vie d'une autre star de façon similaire et exprimez vos idées dans les commentaires. Et pourquoi pas, nommez celle que vous souhaiteriez que j'examine prochainement, tout en aimant cette vidéo pour manifester votre appui. Et pour ne rater aucune des futures disclosures, inscrivez-vous en pressant l'icône rouge et blanc au bas de l'écran, celle qui déclenche les alertes, c'est la façon discrète de rester lié à ces contes captivants qui dévoilent les arrières des vedettes.